La possibilité de l'habitation actuelle de Mars par une espèce humaine plus intelligente que la nôtre se présente à nous comme une conclusion toute naturelle des observations. On peut également admettre, sans hérésie scientifique, que les canaux de Mars soient des fleuves rectifiés dans un but intentionnel de distribution des eaux devenues rares sur la planète. Les astronomes qui nient ces possibilités font preuve d'une singulière pauvreté d'esprit. Camille Flammarion, Rêves étoilés, 1888. Si de nombreuses œuvres de science-fiction attribuent encore à Mars le rôle de foyer de la vie extraterrestre, cela fait bien longtemps néanmoins que les scientifiques ne cherchent plus de formes complexes de vie sur Mars. Aujourd'hui, ils espèrent plutôt y trouver des bactéries ou des acides aminés, ces briques élémentaires de la vie. Le 26 novembre 2011, une nouvelle mission appelée MSL, pour Mars Science Laboratory, a quitté Cap Canaveral avec à son bord le plus imposant de tous les robots jamais envoyés sur Mars. Avec ses 900 kg, ses 3 mètres de long et ses 85 kg d'instruments scientifiques, le rover Curiosity est parvenu à se poser sur la planète rouge en août 2012. Il devrait nous éclairer un peu plus sur l'habitabilité passée de Mars, c'est-à-dire sa capacité à avoir développé et accueilli la vie. Habitabilité est le maître mot d'MSL, qu'on va décliner de 3 façons. Par l'étude du climat, surtout passé, de Mars, par l'étude de l'exobiologie, c'est-à-dire de ces petites briques, carbone, azote, oxygène, qui font peut-être la vie, et par l'étude de la géologie des terrains martiens et leur minéralogie. Tout ça qu'on va étudier par une série d'instruments, une dizaine d'instruments, qui tous les jours nous renverront des données sur Terre qu'on doit analyser le jour où on les reçoit. Cette nouvelle mission pleine de promesses crée l'effervescence dans la communauté des planétologues. Elle était au cœur des nombreuses discussions du colloque international de planétologie DPS-EPSC, organisé en octobre 2011 par le laboratoire de planétologie et géodynamique de l'Université de Nantes. Ils étaient plus de 1500 chercheurs du monde entier venus débattre à la Cité des Congrès de Nantes des missions spatiales passées, en cours et à venir. Jusqu'à 1972, les données qu'il y avait sur Mars laissaient penser que Mars était un petit peu comme la Lune, un désert cratérisé, sans grand intérêt pour la vie par exemple. Or, en 1972, Mariner 9 a montré les premières observations qui montraient des vallées asséchées, avec peut-être de l'eau liquide quand elles se sont formées, il y a très longtemps, il y a 3 milliards d'années. Et ensuite, Viking, les sondes Viking en 1976 ont démontré également qu'il y avait ces vallées un petit peu partout sur la planète, mais uniquement dans les terrains très anciens, ce qui montrait que cette période où il y a pu avoir de l'eau liquide à la surface, s'était faite il y a 3,5 à 4 milliards d'années. Cette phase où l'eau était stable à l'état liquide sur Mars, assez rapidement s'est éteinte, probablement parce que le champ magnétique a disparu, l'atmosphère a quitté la planète. Et tout d'un coup, Mars est rentré dans une ère tout à fait différente, une phase où l'eau n'est plus stable à l'état liquide à la surface et où Mars est devenu un énorme désert aride, sec, et à nouveau ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Grâce aux précédentes missions spatiales, on sait qu'il fait aujourd'hui en moyenne moins 60 degrés à la surface de Mars, que son atmosphère est composée à 94% de dioxyde de carbone et qu'il n'y a plus d'eau liquide. Mais alors, qu'est devenue toute cette eau? A-t-elle complètement disparu de la surface martienne?
En fait, on ne peut pas dire que l'eau est disparue sur Mars. C'est vrai qu'au premier abord, on voit, quand on regarde une photo, c'est une planète désertique, extrêmement sèche, mais en réalité, les sondes récentes comme Mars Express, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiteur, avec des radars, des spectromètres à neutrons, ont détecté plein de glace dans le sous-sol, sous forme de glaciers recouverts de roches actuellement, des couches de glace entières qui se recouvrent les hautes latitudes. Mais en réalité, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a plus du tout d'eau liquide. En fait, la raison, c'est que l'atmosphère est tellement fine sur Mars actuellement, et il fait tellement froid que soit on a de la glace, et quand de temps en temps il fait plus 0 degré, eh bien l'eau va bouillir ou s'évaporer très vite. Il n'y a plus d'eau liquide sur Mars. Alors c'est étonnant parce que il y a 4 milliards d'années, il y avait probablement des rivières et des lacs. Sur Terre, il y en a encore des rivières et des lacs. Sur Mars, il n'y en a plus. On se demande pourquoi elles ont connu un destin aussi différent. D'après les planétologues, Mars pourrait être le reflet du visage des premiers âges de la Terre. On y observe des volcans et des canyons identiques à leurs homologues terrestres, quoique largement surdimensionnés. Avec ses 23 km d'altitude, le sommet volcanique de Mars, le mont Olympus, réduit l'Everest à l'état de colline du système solaire. Les deux planètes, Mars et la Terre, ont à peu près le même âge, 4,5 milliards d'années, l'âge du système solaire. Et malheureusement, sur Terre, on a très peu d'informations sur les très vieux terrains, ceux qui ont 3,5, 4 milliards d'années. Ces terrains-là ont été complètement déformés par la tectonique des plaques, enlevés par l'érosion. Du coup, ces informations sont manquantes. Mais sur les quelques terrains qui nous restent, des géologues ont trouvé des fossiles de bactéries à environ 3,5 milliards d'années, laissant penser que sur Terre, la vie s'est formée il y a 3,5 à 4 milliards d'années. Or, justement, sur Mars, ces terrains-là, ils sont très nombreux. Or, c'est dans ces terrains-là que l'on voit de l'eau liquide, enfin, on la voit par les résidus d'affleurement géologique, tels que des vallées asséchées, qui nous montrent que peut-être le climat était un peu différent sur Mars à cette époque et que la vie a pu s'y développer. Curiosity a ainsi pour mission d'aller explorer les vieux terrains martiens, ceux-là même qui ont peut-être abrité la vie. Mais étant donné que Curiosity ne peut se déplacer qu'à une vitesse maximum de 30 mètres par heure, il ne pourra pas tous les visiter. Il était donc impératif de bien choisir le site d'atterrissage et d'étude du robot. Le choix des sites de la mission MSL, c'est un processus qui a pris plusieurs années, environ 3 ans. Au départ, on demande aux scientifiques, proposez-nous des sites, parce que vous, les scientifiques, vous savez là où vous voulez aller et argumentez les raisons pour lesquelles vous voulez aller à tel ou tel endroit. Il y en a eu 60 de proposés. Il y a eu un débat scientifique qui en a écrémé quelques-uns. Puis les ingénieurs ont regardé ces sites de très près. Ils ont noté l'altitude. Vous ne pouvez pas atterrir au sommet des montagnes sur Mars. On ne sait pas faire. Vous ne pouvez pas atterrir au creux des vallées. On ne sait pas faire non plus. C'est trop dangereux. On ne peut pas atterrir là où il y a trop de rochers et on ne peut pas atterrir là où il y a trop de sable. Donc déjà, ça en a éliminé beaucoup. Et ensuite, il y en a eu finalement 4 qui ont été retenus dans la phase finale. Et là-dessus, il y a eu des études très poussées. On a utilisé la caméra très puissante IRIS sur MRO, qui fonctionne toujours en ce moment, qui vous donne des images à 37 cm par pixel. Donc on a regardé dans les moindres détails. La minéralogie, donc l'existence d'argile. Tous ces sites sont argileux, ce qui est vraiment le minéral qui nous intéresse pour aller sur Mars. Et finalement, c'est Gale qui est retenu. Gale has a basic excavation, but then the crater itself has been filled in with sediments. And the European Mars Express orbiter has actually observed clay minerals and sulfate sediments in this crater. So you land in Gale, you can drive around and find these outcrops right there close to you. Curiosity a pour mission d'aller explorer l'immense cratère de Gale, large de 154 km, et de le décrire sous toutes ses coutures. Ces 10 instruments scientifiques lui permettent d'analyser la chimie et la minéralogie des roches, d'y détecter d'éventuelles molécules organiques, de mesurer les paramètres météorologiques, de détecter les particules radioactives et d'accumuler quantité d'images macro et microscopiques. Développé notamment en France, le spectromètre à ablation laser ChemCam permet aux scientifiques de gagner un temps précieux en analysant la chimie élémentaire des roches à distance. Grâce à un puissant laser, on va étudier les roches environnantes. En fait, on va tirer de manière très précise sur une toute petite partie de la roche, ce qui va permettre de vaporiser la roche, et ensuite, par spectroscopie, on va étudier cette vapeur. On va étudier ce qu'on appelle des spectres, dans lesquels on va avoir des pics,
des pics dont la position en longueur d'onde nous permet de remonter à la composition élémentaire de la roche. Cet instrument ChemCam est fait pour fonctionner à distance. Jusqu'à 7 à 9 mètres de distance, on va pouvoir tirer au laser et étudier cette roche dans une même journée, jusqu'à 20 roches, les analyser toujours en temps réel sur Terre, et puis décider quelle sera la bonne roche que demain on va utiliser pour aller faire une analyse en détail, envoyer tout le rover vers la roche qu'on aura choisie. Si la mission MSL ne parvenait pas à révéler l'existence de traces de vie fossiles sur Mars, elle permettra toutefois aux scientifiques de détecter de possibles traces organiques et de mieux comprendre l'histoire de la planète rouge et par là même celle de notre Terre. De plus, d'autres missions martiennes sont déjà en préparation, comme la mission de l'Agence spatiale européenne, ExoMars, qui devrait être lancée en 2018. La mission ExoMars, c'est finalement une logique après la mission MSL. Avec ExoMars, on va chercher directement la vie. Et d'autre part, on va surtout creuser. Donc ça sera une grande première, creuser peut-être à 1 mètre. Parce qu'on est sûr que la vie n'existe pas en surface, ça c'est connu depuis déjà fort longtemps. En profondeur, on s'interroge. Et déjà avec MSL, on saura les endroits intéressants où aller. Peut-être qu'on retournera sur Gale, peut-être qu'on ira ailleurs. Mais surtout, on va creuser. Et on va commencer à stocker des échantillons dans un conteneur. Et la mission ExoMars sera terminée. Et ultérieurement, il peut, si la mission est décidée, un engin va se poser à côté d'ExoMars, va récupérer ce conteneur, va le ramener sur Terre. Or, la mission de retour de l'échantillon sera la mission phare pour vraiment définitivement statuer sur la question de la vie. Mars n'est cependant pas l'unique terrain où les planétologues traquent des formes de vie extraterrestres. Aujourd'hui, la fenêtre de recherche d'habitabilité, là où la vie a pu émerger dans le système solaire, s'étend au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Les chercheurs suspectent la présence de vastes océans d'eau liquide sous la surface des satellites Titan, Encelade ou encore Europe. Des molécules organiques complexes ont également été décelées sur ces mondes. En revanche, Mars a ceci de spécial, elle est accessible à l'homme. Après les robots, on envisage de lancer des astronautes, des hommes et des femmes vers Mars. Et pour le moment, on s'entraîne parce que c'est pas encore dans les cahiers, donc on perd pas son temps. On fait des simulations, des ingénieurs, des géologues se retrouvent dans des bases martiennes. Maintenant, la réalité des faits, eh bien ma foi, quand on aura un budget, on pourra y aller. En 2020, par exemple, si on signait tout de suite. Mais la réalité de la politique, c'est qu'il faudra vraiment un concours de circonstances favorables pour qu'on aille sur Mars. Ça pourrait être 2020, ça pourrait être 2030. L'avenir nous le dira, mais à ce moment-là, la réalité aura rattrapé la fiction.